le taux de casse, donc le taux de perte, il est plus de 50-60%. J'étais vraiment sur le point de signer et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est la première fois que ça a été fait dans l'émission. Toute prise de décision, c'est de l'émotion et c'est du rationnel. C'est coupé, hein, on peut pas aller passer une heure ou je sais pas combien de temps ça dure d'échange. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de La Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Aram Attar, qui est cofondateur de la VC Factory et qui est aussi là parce qu'il est coach dans Qui veut être mon associé. D'abord, j'ai une première question. Est-ce que ça va? Première question. Ça va super bien. Okay. D'ailleurs, je suis que le fondateur, il n'y a pas de cofondateur parce que je suis tout seul. Ok. Je te réexpliquerai pourquoi. C'est ce qu'on appelle un lifestyle business, D'accord. Ce qui est une autre façon d'entreprendre. On en parlera plus tard. Mais ça va super bien, merci. Ça marche. Justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est que la VC Factory? Alors, en 2-3 mots, c'est un site de formation en ligne que j'ai lancé avant le Covid, en 2018. Donc, c'est vrai que ça a accéléré beaucoup depuis le Covid. Ouais. Et qui est hyper spécialisé sur un sujet. C'est que je forme des investisseurs. Moi, j'étais investisseur dans le passé et je forme des investisseurs. Le gros des gens que je forme, c'est des gens qui sont déjà investisseurs, donc en VC, donc ils sont dans des fonds de capital risque. Il se trouve que je forme également des gens qui veulent rentrer. J'ai un autre programme pour eux qui rentrent là-dedans. Et tout ça se base sur un cours que je donne à HEC depuis 2016. Et l'idée, c'est que ceux qui sont déjà investisseurs puissent devenir de meilleurs investisseurs, aller un peu plus vite dans leur carrière. Et dans ce cadre-là, tu accompagnes aussi des entrepreneurs qui vont faire des levées de fonds. Il m'a semblé voir un truc comme ça, mais j'ai peut-être mal compris. Oui, alors de moins en moins, parce que si tu veux, on parlera des erreurs d'entrepreneurs. Et moi, je suis toujours très libéral avec mes exemples d'échecs. Ok. Mais effectivement, au début, j'ai commencé là-dessus. Et aujourd'hui, non, c'est vraiment axé très investisseurs. Parce que les investisseurs, ils ont des sous et contrairement aux entrepreneurs, ils ne pensent pas qu'ils savent faire. Ouais. Et donc, non, par contre, ce que je fais, comme dans le cadre de l'émission dont on va parler, je fais du coaching avec des entrepreneurs, via des accélérateurs notamment, un peu partout dans le monde. Ouais. Et donc, tu es aussi, comme je le disais, coach dans Qui veut être mon associé. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu t'es retrouvé là? Comment ça s'est passé? Alors, comme j'avais commencé en 2018 plutôt par le volet entrepreneur, ça faisait des années que je regardais tous les Shark Tank, les Dragon's Den, donc tous les formats qui sont antérieurs. Je ne sais pas si tu sais, il y a une petite histoire, mais le concept est né au Japon. Ouais. Un truc qui s'appelle Tiger Money, voilà, tu savais déjà. Et ensuite, Dragon's Den, il y en a aussi au Québec, l'œil du dragon. Ok. Voilà. Et donc, je connaissais extrêmement bien ces formats et je les découpais, je les traduisais pour les gens que je formais. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a envoyé un mail en me disant « Tiens, regarde, on m'a contacté pour une émission comme ça, et est-ce que je devrais y aller ?» Je regarde, je vois que c'est exactement le même concept en France. Je dis « Enfin !» parce que même moi, ça fait des années que je réfléchissais pourquoi on ne le fait pas, etc. Et je lui dis fonce, ça va être génial. Lui il n'y va pas. Moi par contre j'ai créé la journaliste, donc j'ai fait un peu l'entrepreneur. Ouais. J'ai créé la journaliste. Bon, la petite histoire. Donc du coup j'ai rencontré les producteurs qui sont extraordinaires, Jérémy Aurier et Ambline Rousseau sur l'émission. Ouais. Et puis ça a super fité. Et ensuite ils ont trouvé un deuxième coach, Raphaël Girardin, et on s'est retrouvés tous les deux compères depuis 2019 sur l'émission. Trop bien. Mais alors du coup ton pote qu'ils avaient contacté, c'était pour faire coach ou pour passer pour passer dans l'émission? Comme candidat. Exactement. Ok. Et il l'a pas fait et je pense qu'il aura dû le faire parce que, on le voit maintenant. Alors, à sa décharge, à la saison 1, les gens qui y sont venus, ils étaient vraiment courageux parce qu'il n'y avait pas énormément il n'y avait pas d'antécédents. Ouais. Alors que là, tu as vu, la renommée, la publicité est incroyable depuis 4 ans. On peut savoir ce qu'il faisait ton pote ou... Oui, d'autant qu'il le fait plus. Il est comme beaucoup d'entrepreneurs malheureusement. Il avait une société de bouillon qui s'appelait Bouillon. Okay. Que je salue d'ailleurs s'il écoute ça, Samuel, et qui marchait super bien. Enfin bon, ça s'est développé comme il faut et puis tu sais, vendre dans la grande distribution, c'est compliqué. Donc, ils ont dû arrêter au bout de 7 ans, je crois. Ils ont arrêté. Ok, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Et donc, dans Qui va être mon associé, on l'a dit, donc tu prépares les candidats. Donc, effectivement, vous les répartissez avec Raphaël, je ne me trompe pas, son prénom, avec Raphaël. Déjà, première question, comment vous les répartissez, les candidats? Est-ce que c'est tiré au sort? C'est vous qui les choisissez? Alors, c'est pas moi qui les répartis, c'est la production qui nous les envoie. Raphaël, il a un passé plutôt d'entrepreneur, même beaucoup d'entrepreneurs. Moi, plutôt d'investisseur. Et donc, on se rend compte, c'est en discutant entre nous, lui et moi, lui il a plutôt des entreprises peut-être qui sont un tout petit peu plus tôt en général, avec des exceptions. Il a aussi des entreprises qui arrivent plus tard dans leur développement. Moi c'est plus rare que j'ai des entreprises qui démarrent, etc. Je me demande, tu vois, peut-être qu'un jour tu auras les producteurs et tu leur demanderas. Mais voilà, c'est eux qui nous les répartissent et nous, si jamais il y a un conflit d'intérêt, on le signale tout de suite. Il est arrivé 1 ou 2 fois qu'on connaisse déjà les entrepreneurs, donc là du coup on change. Moi je peux pas coacher quelqu'un que je connais, bien sûr, et ensuite voilà, on se divise le travail. Ça de façon générale, alors moi c'est un truc que je m'applique aussi, j'évite de coacher des personnes que je connais trop, des membres de ma famille ou ce genre de choses. Mais toi, c'est parce que c'est des gens que tu connais personnellement ou que tu coaches déjà à côté, donc tu préfères qu'ils aient un nouveau regard? Alors, c'est un bon point. C'est rare que je recommande des gens que je coach déjà.
Parce qu'en fait, moi, je coach des gens qui sont en général qui sont beaucoup plus avancés. Ouais. Non, c'est surtout parce que il peut y avoir un conflit d'intérêts qui est que nous, notre rôle, il est quand même pas. Enfin, l'idée, c'est qu'on les prépare. J'ai envie de dire anti-catastrophe. C'est pas qu'on les rende de passer de, on va dire, s'ils sont à 3 sur 10 en pitching ou en etc. L'idée, c'est pas de les passer à 8. Nous, et ça, c'est la directrice de l'émission que j'avais dès le début. Il faut les laisser dans leur jus. Ce qu'on veut, c'est que ce soit authentique. Par contre, on les prépare un tout petit peu sur les questions financières, etc. On écoute leur histoire, on leur donne quelques conseils. Donc, tu vois, c'est pas vraiment d'aller, c'est pas des coachings très longs non plus. Hein. On peut pas, sans rentrer dans le détail, on n'y passe pas des heures. Ouais. Donc, c'est vraiment des checks. Et donc, si c'est quelqu'un que je connais déjà, je serais peut-être un peu plus biaisé, je serais un peu moins objectif. Donc, je préfère pas le faire. C'est pas arrivé beaucoup. Hein, j'ai vu dans ton post, tu as dû mettre 70. Je pense que c'est plus que ça, parce qu'en 4 saisons, je n'ai pas compté combien, mais il y a au moins 250 candidats, donc il y avait plus d'une centaine, je pense. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être. Alors moi, j'ai fait un. Non, je crois que je les ai même comptés sur Wikipédia. Alors vas-y. Je crois que j'ai compté, et du coup, il y avait à peu près 240, 250 entreprises qui étaient passées. Et du coup, j'ai divisé par 2. Je me suis dit à peu près, c'est ça, donc une centaine, ça. Ouais, c'est ça. Donc, sur une centaine, ça arrivait 2 fois, quoi. Oui, déjà candidat. Ouais. Ok. Et justement, sur cette préparation, tu disais que tu n'as pas forcément énormément de temps avec les candidats. Tu fais comment? C'est un coaching à distance en visio avec un nombre d'heures préétabli? Oui, c'est un coaching en visio c'était avant le Covid. Le premier coaching, on l'a fait avant le Covid. Et c'était Skype, c'était l'horreur. Personne n'avait quoi que ce soit. Maintenant, c'est sur Zoom. Tout le monde a l'habitude. Donc oui, c'est en visio parce que... et c'est le son, oui, c'est un certain nombre d'heures. Et puis ensuite, tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais vu un investisseur, qui n'ont jamais présenté leur projet. Donc bon, de temps en temps, on fait une rallonge sur ceux qui en ont un peu plus besoin. Il y en a d'autres. Ils ont déjà vu des investisseurs, ils sont très bons, mais ils ont plein de questions parce qu'ils veulent exceller. Tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs que tu croises sans doute comme ça. C'est perfectionniste, mais on essaye d'avoir quand même le même temps pour tout le monde pour être juste et équitable. Et justement, donc toi, tu vois les candidats avant leur passage. Tu vois leur passage, toi, en direct. Enfin, quand tu peux les regarder, parce que souvent, tu es un peu happé sur le plateau par d'autres candidats que tu dois préparer juste avant leur passage. Et est-ce que tu suis après aussi ces entrepreneurs? Alors, je sais que c'est pas du tout contractuel, entre guillemets, mais est-ce qu'il y en a que tu continues à suivre, que tu revois après? Alors, c'est pas assez, j'ai envie de dire, et j'espère le faire de plus en plus. C'est sûr que moi, le problème, si tu veux que j'ai de positionnement, c'est que ce que je fais dans ma activité de tous les jours, c'est quand même axé très à l'international. Et du coup, et c'est sur des choses un peu différentes parce que c'est vraiment des startup tech. On parlera tout à l'heure des raisons pourquoi je fais l'émission, c'est justement que c'est d'autres types d'entrepreneurs que je croise. Donc pas assez, même si ce que j'adore, c'est moi, par contre, quand ils m'appellent, je suis ravi d'avoir un coup de fil. Il y en a certains que je suis allé déjeuner avec eux quand ils sont sur la région parisienne, d'autres que j'ai vus dans un déplacement. Donc on les voit pas beaucoup, mais tu as raison, on s'est rencontrés d'ailleurs sur le plateau. Quand tu es sur le plateau, il y a un truc qui se passe. Et puis après, ça dépend de l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui sont beaucoup dans la gratitude, d'autres pour qui c'était une étape, ils passent à autre chose, ce qui est clair. Donc pas assez, mais voilà, moi si on me sollicite par contre, je suis toujours ravi de répondre. Je te cache pas que de temps en temps, les aventures se passent pas très bien et donc ils savent que moi je travaille sur la psychologie des entrepreneurs, c'est un truc aussi que je mets en avant dans le coaching et donc ils m'appellent, ça se passe pas bien, etc. Et je suis toujours ravi de passer un coup de main si je peux, quoi. Ok, en tout cas moi j'ai eu les entrepreneurs que tu as coachés et que j'ai croisés, parce que j'étais avec Cindy Saunier de Neuralia en live sur LinkedIn la semaine dernière. Donc ils n'ont pas eu l'investisseur, ils n'ont pas trouvé l'investisseur, mais malgré tout, elle était ravie de ton coaching, elle a dit que du bien de toi, franchement, elle était trop contente. Et puis j'ai échangé aussi avec William de Flamingo Box, je peux le dire parce que le podcast sera diffusé après la diffusion de son passage. Okay. mais lui-même, il était ravi. Et d'ailleurs, il m'a laissé une petite vidéo pour toi. Ah bon? Alors je vais te la montrer, vous la verrez aussi à l'écran. Une petite vidéo pour remercier Aram de ses conseils et de m'avoir rassuré sur le fait que ça allait bien se passer, qu'il ne fallait pas paniquer sur les plateaux. Et voilà, je vais te faire une petite vidéo. Regarde, en ce moment, on est à 35 tonnes. Typiquement, j'aurais adoré aller le voir. Donc, on est monté sur un volume sans être passé encore sur pivotement d'associés. Donc, je vous dis à bientôt et je vous fais un coucou à tous les deux. Et belle journée à vous. Voilà, tu vois, typiquement, William, super sympa, vraiment un gars hors norme, les gens le verront, incroyable. Et voilà, toi, typiquement, moi, ça me fait super plaisir. Après, c'est vrai que, tu vois, j'ai des origines perses, j'aime pas déranger les gens, je me sens toujours que si je les appelle, ça va peut-être les déranger, etc. Donc, je le fais pas. Ce que je fais en revanche, quasi systématiquement, c'est que je leur écris le soir de l'émission. On s'est écrit, on s'envoie des textos. Quand je suis à l'étranger, on s'envoie des WhatsApp et
99% des cas, on a un échange qui est très sympa. Parce que parfois, il se passe quelques mois quand même entre le moment de la captation et le moment du tournage. Donc, on ne s'est pas parlé, enfin, le moment de la diffusion. Donc, on ne s'est pas parlé entre temps et c'est toujours sympa de se parler à ce moment-là. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut préciser là, c'était tourné en octobre et c'est diffusé donc là en février, à partir de janvier, on va dire. Donc il y a quasiment, ça fait quoi ? Ça fait 5 mois entre les deux. Ce qui fait qu'il peut se passer plein de choses. D'ailleurs, on voit certaines sociétés qui sont déjà en pleine croissance au moment de l'enregistrement et qui en fait 5 mois après ont déjà été propulsées avant même la diffusion. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai regardé ça à la fin de la saison 2. Il y avait Émilie de Detective Box qui est passée et c'est ce qu'elle disait. Ouais. D'ailleurs, du coup, je me sens à l'aise d'en parler puisque si la production l'a mis en avant, c'est que on peut en parler. Ouais, c'est arrivé quelques fois qu'effectivement les sociétés étaient déjà en train de décoller et dans certains cas, alors, je pense que les investisseurs maintenant sont au courant, donc je pense que derrière ils vont très très vite pour clore les investissements. Mais parfois c'est pas ce qui arrive et donc c'était intéressant de voir. Moi, j'étais pas au courant parce que je ne veux pas parler de qui j'ai coaché ou pas, mais au cas précis, c'est pas moi qui l'avais coaché, donc je rends à César, donc Raphaël au cas précis. Mais je l'ai rencontré le jour du tournage et j'avais échangé avec elle et bon, elle était tellement forte. Ah bah, elle est incroyable. Je l'ai pas embêtée, tu vois. Je suis allé lui dire bonjour, j'ai écouté son pitch, elle était juste incroyable. Je l'appelle le pitch parfait. D'ailleurs, je me sers de son pitch pour former d'autres entrepreneurs. Ouais. Et donc voilà, donc je l'ai pas embêté, mais il y a toujours un petit truc qui passe et donc voilà, je lui avais envoyé un petit message et ouais, donc j'ai appris ça, je savais pas, tu vois, je suis pas en fait ce qui se passe après. Je sais pas du tout. Les gens me demandent est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements ? J'en sais rien en fait. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas en contact avec les investisseurs. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un mélange où nous, sans le vouloir, on les influence, eux nous influencent de ce qu'ils cherchent, etc. Donc il y a un contact le dernier soir, tu verras, il y a des photos qui vont traîner bientôt, mais où il y a le gala à la fin et là on discute. Ils sont très sympas et on échange. Et sinon, on se voit de loin, on se fait des coucous comme ça, mais ça s'arrête, quoi. De temps en temps, il y en a un qui crie quand il n'aime pas les prestations des candidats. Et c'est ça qui est un peu. S'ils sont très forts, j'ai toujours à moitié en rigolant, parce que je pense que c'est vrai. S'ils sont très forts, c'est pas grâce à moi. Et puis s'ils sont très nuls, c'est un peu de ma faute. Et donc, ouais, c'est marrant, je savais pas du tout qu'il y avait entre guillemets cette distance entre toi et les investisseurs. Ouais. Et malgré les années, parce que là il y en a qui sont depuis la première saison, si je ne me trompe pas. Marc, Eric aussi. Jean-Pierre, il est arrivé, je crois, que sur la deuxième. Ouais. Eric, sur la première saison, il faisait entre guillemets des remplacements, c'est-à-dire qu'il n'était pas à toutes les émissions. Et Anthony, je crois qu'il est arrivé à la deuxième aussi, donc ça fait quand même. Ouais. Et justement, du coup, vous arrivez quand même à pas vous influencer entre guillemets. En fait, on s'influence dans le sens où. Maintenant, il y a du recul sur en tout cas ces trois-là. Là, les grandes inconnues cette année, c'était Kelly, Tony et Stéphanie. Mais donc moi, je suis comme tout le monde à la télé. Si tu veux, j'ai vu les épisodes, donc je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils disent pas. Ils sont relativement cohérents. Après, d'une année sur l'autre, ils cherchent sans doute des choses différentes. Et encore une fois, là, c'est des choses publiques qui sont passées à la télé, donc je peux en parler. Anthony, il expliquait bien l'année dernière, je pense qu'il a très bien fait de le dire, qu'il s'est rendu compte que par rapport à sa première saison, donc l'année dernière, c'était sa deuxième saison, c'est la saison 3, mais par rapport à la saison 2, où il avait fait plein de petits dossiers, dont un de mes chouchous d'ailleurs, Lilian chez Requiem Code, qui était incroyable, voilà, et qu'ils ont transformé le business et tout. Il a changé de braquet parce qu'il s'est rendu compte qu'il passait beaucoup trop de temps pour, entre guillemets, des petits tickets, c'est beaucoup d'argent bien sûr, mais c'est quand même par rapport à ce qu'il peut mettre. Et puis maintenant, il a son fonds, Blast, etc. Donc il y a des actualités qui changent. Et donc, ça nous permet quand même. On sait à peu près qui va poser quelles questions. Tu vois. Et d'ailleurs, je veux dire un truc, les entrepreneurs qui suivent l'émission, alors qui est maintenant quasi la majorité des gens qu'on a, ils connaissent très bien l'émission. Au début, c'était rare. Maintenant, c'est rare. Le contraire est rare qu'ils n'aient pas vu l'émission. Ils le savent aussi. Ils regardent. Alors William, pour le coup, il n'avait pas trop regardé. Non, il est dans les rares. Ouais, justement. Il est très occupé, William. Il fait un travail. Il est quasiment tout seul. Donc les gens verront la vidéo. Enfin, je veux dire, il est dans. C'est un ovni. C'est un ovni. Tellement sympa. Sympa. Donc moi, je l'ai accompagné, il m'avait contacté parce que justement, moi, je fais des vidéos d'analyse des pitchs qui va être mon associé. J'ai regardé. Et vu qu'il connaissait pas l'émission, il est tombé sur mes vidéos et c'est comme ça que c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai regardé, c'est très bien fait. Alors moi, j'essaie de faire ça à l'écrit, tu vois. J'essaie de faire écrit. Puis la différence, donc moi, j'ai le bénéfice de la captation entière parce que les gens, je pense, savent maintenant. Et dans tous les formats, c'est comme ça. Enfin, c'est coupé. On peut pas passer une heure ou je sais pas combien de temps ça dure d'échange.
Et donc, du coup, voilà, et c'est ce qu'ils voient, les 10, 12, 15 minutes qu'ils voient sont un peu coupées. Donc, comme tu l'as vu quand tu es venu sur le plateau ce jour-là, les échanges durent plus longtemps. Et donc, même si je ne l'écris pas, parce que moi, j'écris que sur ce qui passe à la télé, pas, encore une fois, c'est un devoir de réserve qu'on s'applique et de fidélité. Parce qu'il y a quand même des secrets de fabrication. Mais effectivement, comme j'ai cet antécédent et que je les connais un peu, j'essaie de mettre un peu de couleur là-dessus dans mon article. Mais non, j'ai regardé les vidéos et je trouve qu'elles sont super bien faites. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, donc toi, ta spécialité, c'est le pitch, mais avec notamment ce point de vue de l'investisseur. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu es dans l'émission, c'est parce que tu sais ce qu'attendent des investisseurs. Et je pense que finalement, c'est un des meilleurs points de vue pour ce type de coaching. Et donc justement, du point de vue de l'investisseur, pour toi, à quoi il faut faire ultra attention dans un pitch, notamment dans un pitch de levée de fonds? Waouh, super question. Alors, pointu. Ouais. Non, je vais essayer de répondre rapidement. Bon, de toute façon, il y a deux choses. Il y a l'investisseur en général et il y a énormément de choses qui se recoupent. Et il se trouve que, et trois choses, je veux dire. Deuxièmement, l'investisseur angel investor, le business angel, l'investisseur particulier. Et puis, sur l'émission, il y a encore peut-être 5% de nuances en plus. Tu vois. Donc, l'investisseur, ce qu'il cherche, c'est pas très compliqué. Un investisseur en général, surtout un investisseur qu'on appelle VC, capital risque, ce qu'il cherche, c'est mettre une somme et faire le plus gros multiple possible financier. Donc, c'est d'abord financier. Donc, je mets 10 000 euros, enfin, au cas précis, c'est plutôt 100 000 euros. Et je veux faire. Les gens ne savent pas ça, ils pensent que c'est 15%, enfin, c'est pas un livret A. Je veux dire, ils prennent énormément de risques. Donc, il faut que le retour, ce qu'on appelle le retour, donc on divise l'argent qu'ils gagnent à la fin sur l'argent qu'ils mettent au début, ça doit faire 5, 6, 7, 8, 10 fois la mise. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, alors moi j'écris énormément là-dessus, mais même un investisseur, une entreprise, donc un fonds de capital investissement qui investit dans une société, le taux entre guillemets de casse, donc le taux de perte, il est plus de 50-60%. Quand un investisseur, une entreprise, un fonds d'investissement investit dans 20 sociétés, il y en a 10 à 11 en moyenne, c'est des stats que maintenant on a depuis 20 ans, qui vont jamais retourner au moins l'argent investi. Donc s'ils ont mis 10 millions, ça c'est 10 millions de perdus. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la power law, c'est une distribution qui est une distribution en 20-80, c'est-à-dire qu'un très petit nombre d'investissements font à peu près tous les retours d'un fonds. Il y en a une ou deux qui va être un Facebook, un Uber, qui va faire un retour incroyable, et puis les autres au milieu qui vont être corrects. Donc ils prennent tellement de risques que ce qu'ils cherchent, c'est faire un retour. Et donc finalement, c'est pour ça que toutes les questions qu'ils vont poser, ça revient à la fin à se dire, 1, est-ce que j'y crois? 2, est-ce que je suis en train de payer le bon prix? Est-ce que j'y crois? Ça veut dire que ça peut devenir gros et quelqu'un va le racheter dans quelques années? Bon. Et 2, est-ce que je paye le bon prix? Toutes les questions, elles visent à répondre à cette question, à ces deux questions, à ces réponses-là. Et alors, justement, on a vu dans le premier épisode Kelly Massol qui directement surévalue en tout cas revalorise, on va dire, une des sociétés. Je crois que c'était pour Hydratis. Ouais. C'est la première fois que ça a été fait dans l'émission. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Est-ce que c'est un comportement, une réaction que tu trouves judicieuse de sa part? Ou est-ce que tu penses que c'est un risque inutile qu'elle a pris? C'est bien. Là, c'est vraiment au VC que je parle. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce qui s'est passé pendant les 6-7 dernières années dans le marché du VC mondial. C'est-à-dire que depuis 2015-2016 et avec un pic, une petite pause en 2020, mais pas longue pendant le Covid, et 2021, un gros pic, et depuis 2022, on est dans une phase descendante, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si tu veux gagner un dossier qui est ultra compétitif, et là, je pense que quand ils ont entendu les chiffres, ça a été très bien montré. Au début, ils sont là, la marque, etc. Je l'ai écrit dans mon article. J'ai appelé la puissance des chiffres. Une fois qu'ils ont dit qu'ils ont fait 4 millions de chiffre d'affaires tout seuls, Théo et Jérémy tout seuls. Bon, je veux dire, là, ils savaient qu'il y aurait battle, comme ils disent. Je pense qu'ils en parlent de temps en temps, il y a battle. Et du coup, je crois que tu as écrit un article, je crois que j'ai vu que tu avais écrit un post là-dessus sur une battle. Enfin, peut-être pas celle-là, mais. Je sais plus comment je l'ai écrit, mais j'avais fait un truc dessus, je crois. Donc, quand ils savent, du coup, qu'est-ce que tu fais pour concurrencer? Deux choses. Un, tu essaies de convaincre que tu es la bonne personne. Alors, eux, c'est des personnes. Quand tu es un fonds d'investissement, tu as moins cet affect et tu as moins de l'aide, mais tu essaies de convaincre que toi, tu as le bon réseau, etc. Et deux, c'est le prix. Et je trouve ça idiot d'ailleurs parce que je trouve que ce que l'investisseur peut apporter est beaucoup plus important que le prix. D'autant que, pour répondre à la question est-ce que c'est judicieux ou pas, en général, un investisseur qui paye trop cher, moi ça m'arrivait assez souvent, ça m'arrive pas souvent de payer cher, mais ça m'arrivait de sentir une chose, c'est qu'un investisseur qui paye trop cher, va essayer de se rassurer sur autre chose, donc les conditions du contrat vont être beaucoup plus drastiques.
notamment le contrôle qu'ils vont essayer de prendre. Ouais. Pas le contrôle sur l'opération, mais en tout cas le contrôle sur les décisions clés, etc. Et 2, si jamais il y a un moment où ça se passe un peu moins bien, et mon mentor disait toujours, c'est la vie heurtée des entreprises, hein, c'est jamais linéaire, hein, le succès. Et ben à ce moment-là, il ou elle va être beaucoup plus stressé que si il ou elle a payé un prix qu'on estime un peu meilleur. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas pour gagner le deal, comme on dit? Elle a bien fait, bien sûr. Ouais. Et ensuite, c'est à elle de le voir comment elle gère ça. Enfin, dans le cas d'Hydratis ou cas précis, on peut se tromper. Je me trompe tout le temps, sinon, tu vois. Mais bon, ils sont quand même stratosphériques. Enfin, ils sont incroyables. Déjà, ils sont incroyables, les deux. Ouais. Et alors, typiquement, eux, sans rentrer dans trop de détails, c'est des gens entrepreneurs qui vont te poser 25 questions alors qu'ils sont déjà dans le top 1% des gens qui font bien les choses, tu vois. Ouais. Ils vont quand même te poser 25 questions sur et ça, comment je fais, et ça, t'en penses quoi, et ça, quoi. Et c'est perfectionniste, tu vois. Perfectionniste dans le bon sens, on peut en parler, mais il y a aussi un mauvais côté du perfectionnisme. Mais ça, je le vois avec des entrepreneurs que j'accompagne. Je trouve que tous les gens qui continuent à monter super haut sont des gens qui se remettent en question continuellement. Alors, je prends souvent l'exemple parce qu'il est venu dans le podcast, mais Christophe de Bec-de-Lièvre, je pense que c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Je ne sais pas si tu es le directeur CEO de Le Hibou, Okay. une belle boîte qui concurrence Malte en France. Et en gros, il parle déjà très bien, mais il voulait se faire coacher parce qu'il veut faire encore mieux. Ah, super. Et ça, je le vois dans tous les grands entrepreneurs que j'accompagne qui ont cette démarche-là. En fait, si j'avais les sous, j'investirais directement dans leur boîte. Parce que je me dis, avoir cette démarche quand on est déjà bon dans un truc, mais qu'on cherche à être encore meilleur, je trouve que c'est un truc qui rassure les gens autour de soi et qui peut rassurer justement un investisseur aussi d'ailleurs. Ah, donc ça, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme, qu'en anglais on dit excellence seeking, tu vois, c'est vraiment recherche d'excellence. Il y a un mauvais côté du perfectionnisme qui est plutôt maladaptif, hein, dans la recherche, dans la littérature, en psychologie. C'est celui qui est plutôt tant que c'est pas parfait, je vais pas le mettre dans le marché. Et puis d'ailleurs, je vais rajouter une feature. Et c'est que là, tu te retrouves avec des apps avec 200 features dont personne veut. Ce que j'ai toujours, c'est c'est la stat, c'est la première cause de mort des startups, c'est de faire un produit dont personne ne veut. Ça vient beaucoup de là. Après, on pourra parler. Il y a d'autres références dont je parle, mais effectivement, ces gens-là qui eux le font par excellence et veulent se dépasser. Parfois, il y a des fragilités. C'est aussi, il y en a certains qui ont le syndrome de l'imposteur, il y en a d'autres, c'est d'autres fragilités dans leur enfance, etc. Mais en tout cas, en général, effectivement. Avoir ça, c'est pas une condition suffisante pour réussir, mais effectivement, beaucoup de gens qui réussissent ont ça. Ouais. Alors, pour résumer ce que tu disais, en fait, c'est le mieux vaut fait que parfait. Voilà. Il vaut mieux lancer un produit, le tester. S'il marche, tu vas l'améliorer, tu auras le temps, mais puis tu augmenteras les prix à ce moment-là, etc. quoi. Alors j'ai une expression pour toi, c'est toujours mon mentor Nicolas de la Morinière qui était mon partenaire, le partenaire donc chez Killvest dans mon premier fonds, qui dit toujours le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est la même idée. Très bien. Pour revenir sur qui veut être mon associé, est-ce que tu as un souvenir de ouf sur l'émission, un bon ou un mauvais souvenir d'ailleurs, mais un truc qui t'a vraiment marqué sur les 4 saisons? Waouh. Mais tu veux dire par exemple par rapport à un passage ou etc. Un passage ou un truc que tu as observé, une réaction d'un investisseur ou d'un candidat ou même quelqu'un qui s'est mis en colère, qui a quitté le plateau, qui a tout pété. Alors non, ça c'est intéressant parce que c'est jamais arrivé. Ça arrive que de temps en temps, tu les vois, hein, ça se voit, ils sont un peu déçus. Ouais. Ça se voit, il y a des gens qui pleurent. Hein, je veux dire, quand ils sortent de là, il y a des gens qui pleurent. Et donc nous, c'est ce qu'on fait le jour où on est là. Tu vois, on est là pour un coaching, un soutien, et on est là. J'ai toujours fait l'épaule sur laquelle ils pleurent quand ça se passe pas bien, et le high five quand ça se passe bien. On est aussi là pour ça parce que quand ils arrivent, ils sont déjà extrêmement préparés. On ne peut pas changer à la virgule. Des moments qui m'ont marqué. Les moments qui te marquent un peu en positif, c'est les deux dossiers qui me viennent là. C'est Recency Bias, c'est Bob et Helios, qui sont des dossiers où les entrepreneurs viennent pour demander une certaine somme et puis ils repartent avec 4 fois plus. Ouais. Voilà, tu vois, avec en plus ce côté Bob, cette petite accroche sur le sur le Bitcoin. Ouais. Où, bon, c'était remarquable. c'est quelque chose dont on avait parlé, donc voilà. Après, je les blâme pas, ils sont dans un moment de pression tel. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que même ceux qui ont déjà pitché des investisseurs, il y en a qui ont fait déjà 3-4 levées, enfin, ils sont vraiment au courant. C'est un peu différent, pas à cause des caméras, parce qu'on ne les voit pas, enfin, vous voyez le plateau, tu vois, on ne voit pas de caméra, etc. En revanche, c'est ils sont assez loin, ils ont 5 investisseurs devant eux, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils posent des questions un peu tout le temps. Ouais. Voilà, donc ils sont tout le temps en train de poser des questions, parfois ensemble, et ça, même quand tu es très habitué, et surtout quand tu es tout seul, c'est assez dur de gérer. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, puis alors sur Bob, encore une fois, je ne sais plus comment ils avaient demandé, genre 250, ils sont partis avec 1 million. Bon. Donc ça, c'est chose je me suis souvenu parce que, alors, autant sur Bob, il y avait quelque chose de commercial. Sur Helios, ce qui m'a énormément plu, bon, tu vas voir Thierry,
c'est un type incroyable. Ouais, Moi, c'est les il a l'air, entrepreneurs, j'aime bien, c'est tu les vois au premier coaching, tu leur dis un truc, deuxième coaching, le truc est fait. Tu vois, si tu avais raison, je dis pas que j'ai raison tout le temps, etc. Mais les types sont incroyables déjà. Ou alors il s'est passé peut-être, je sais pas, 2-3 semaines et la boîte, elle a changé de dimension. Et Thierry, c'était quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que tu lui parles, ça a encore changé. Il y a encore des clients en plus, il y a encore. Ouais, il active le truc et ça avance, quoi. Il déroule, tu vois. Ouais. Et donc là, ça m'a vraiment fait plaisir pour lui parce que le Gus, il est top et en plus, la mission est super belle. Donc ça, c'est ce qui m'a marqué. D'ailleurs, ce qui m'a marqué d'autant plus que Marc arrive alors que c'était pas prévu et c'était vraiment pas prévu. Tu vois, nous on le voit, on est sur le plateau de ça, c'est vraiment pas prévu qu'il vienne. Les autres sont un peu méfiés en disant non, c'était pas prévu. Et cette année-là, je pense qu'en plus, il avait pas beaucoup investi. Ce que j'ai vu sur Twitter, les gens lui reprochent, le pauvre, alors que quand même, il a quand même de l'argent et des conseils. Il met du temps. Parce que ça, je t'en parlais tout à l'heure. Je veux dire quelque chose quand même sur le rythme des investisseurs. Mais et il dit quand même, et ça c'était fort. Il dit moi, ce sera l'entreprise la troisième entreprise dont je m'occuperai. Tu vois. Après Mythic et Angel, voilà, c'est super fort. Des moments comme ça. Et sinon, un deuxième truc qui m'a marqué, c'est Louis sur la tête dans les nuages. Dont je sais pas si les gens se souviennent sur la saison 1. Voilà, c'est des gens. Le type il arrive, jamais pitché, tu vois, pas forcément sûr de lui et tout. Et puis ils ont tous un peu de stress. Et en fait, quand il déroule, il fait des coussins en recyclant des montgolfières. Il fait faire ça dedans, il met des matières qu'on peut pas recycler parce que c'est qui ramassent en distribution. Il fait faire ça à des gens qui sont dans les ESAT, etc. Enfin, t'as des gens comme ça. Je veux dire, c'est ça moi, c'est la raison pour laquelle je participe. T'as des gens incroyables. Je suis toujours étonné de la diversité des entrepreneurs qu'on voit passer dans cette émission. Ça va de tout, au niveau des tailles, au niveau des secteurs, au niveau des trucs. Je suis toujours épaté. C'est ça que j'adore moi aussi d'ailleurs. Moi aussi, je suis épaté. Ils font un travail incroyable. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a quand même, j'imagine, je connais pas les stats, mais il y a quand même beaucoup plus de dossiers entrants puisque l'émission est connue. Mais je pense malgré ça, ils passent beaucoup de temps eux-mêmes à contacter des entrepreneurs parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est vrai que c'est comme un fonds d'investissement. Dans un fonds d'investissement, si tu attends juste le deal flow, ce qu'on appelle le deal flow, donc les entreprises qui t'envoient des dossiers entrants, c'est pas très bon signe parce que en général, les dossiers les plus courus, ils viennent pas te chercher. Tu vois, il faut aller les chercher. Et donc ils font pareil. Je pense qu'ils font un travail incroyable. Ce qu'on appelle le casting dans la télé, mais c'est pas du casting. Moi, j'ai dit, il y a certaines de ces personnes, ils devraient travailler dans les fonds d'investissement. Ils sont incroyables. Et d'ailleurs, tu sais comment ils les sélectionnent ? Non ? Ok. Ça, j'essaierai peut-être d'avoir un producteur pour en parler. Oui, parce que moi, je vois les entreprises qu'on a nous, et c'est ce que tu dis. Il y a une variété. Il y a des gens qui n'ont même pas démarré, des gens qui ont déjà fait des millions de chiffres d'affaires, des gens qui sont en train de se planter. Ça arrive aussi. Je trouve qu'ils ont le courage de montrer ces dossiers-là, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est malheureusement plus ça que l'inverse, d'ailleurs. C'est plus se planter. On a commencé par mon ami, mon pote qui s'est planté. Bon, c'est quand même plus ça que l'inverse. Et c'est ça que il y a une diversité, même sur les caractères des gens. Je sais pas si tu as remarqué aussi, je veux quand même le dire, il y a énormément de femmes entrepreneurs sur l'émission, beaucoup plus que dans les statistiques. En tout cas, en levée de fonds, c'est horrible. En levée de fonds, c'est 2% des entreprises qui lèvent des fonds qui ont une femme fondatrice. Ça, justement, c'est une question que j'allais te poser parce que je vois sur LinkedIn beaucoup de personnes qui critiquent le fait que ça manque de femmes dans les investisseurs, dans les entreprises qui passent. Et alors, je sais plus qui disait, il y a à peine un tiers ou quoi des femmes dans le truc. Et en fait, je suis allé regarder moi les statistiques. Sur les entrepreneurs en France, il y a un tiers de femmes. Oui. Donc 38% en fait, aux États-Unis. Voilà. Donc c'est représentatif en fait de la population française. Et je pense qu'effectivement, là pour le coup, tu connais mieux que moi, mais sur les levées de fonds, je pense qu'il y en a même moins que ça. Alors, j'ai écrit sur mon site, j'ai une analyse de je sais pas combien, tu vas faire 30 pages, mais sur la diversité, parce que j'essaie d'expliquer que bien sûr qu'il y a des gens qui sont misogynes, etc., mais que c'est pas de loin le gros des troupes. Et j'essaie d'expliquer les ressorts psychologiques. Et donc pour faire ça, avant, j'ai regardé les chiffres. Et c'est ce que je te disais quand tu regardes. Et alors, c'était un peu moins bien depuis 1 an ou 2 sur certains termes. On a les chiffres depuis 2017-2018 quand c'est devenu public. Et donc c'est en gros sur les femmes, c'est 2% des entreprises financées aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. J'ai regardé UK, etc. C'est 2% des entreprises financées qui ont au moins une femme dans les fondatrices. C'est 1% chez les African American, noirs américains, 1% chez les Latinx, qu'ils appellent Latinx. En revanche, les Asiatiques, beaucoup plus que dans la proportion de la population. Donc, quand tu regardes les statistiques, et les Blancs bien sûr aussi, etc. Donc je ne vais pas te faire l'analyse psychologique là, mais effectivement, c'est très peu. Et il y a on essaie de ce qu'ils essaient de faire dans l'industrie, c'est que c'est à tous les niveaux qu'il faut changer. C'est bien sûr financer plus parce qu'il n'y a pas que de minorités, ce qu'on dit, et parfois c'est minorités géographiques. Moi, je forme des gens qui sont au milieu de nulle part, ils ont zéro chance de lever. Je veux dire, il y a zéro fonds autour d'eux. Bon.
Donc, des minorités. Il faut changer au niveau des fonds. Et puis, au niveau, je ne sais pas si les gens savent que les fonds d'investissement investissent très rarement leur propre argent. C'est des argents qu'ils avaient eux-mêmes auprès de souscripteurs. Donc, les fameux fonds de pension, les fameux family office, etc. C'est rare qu'ils investissent en direct. Ils investissent dans des fonds qui, eux, investissent dans les startups. Et donc, là aussi, il faut que les décideurs et décideuses, ceux qui allouent les fonds, aussi soient un peu plus représentés. Je te donne juste un chiffre qui était fait par le spécialiste mondial à Harvard, Paul Gompers du VC depuis 20 ans, le spécialiste mondial. Et il a regardé des milliers d'investissements. Les entreprises, les startups qui ont le plus de diversité, que ce soit genre, ethnicité, etc., sont celles qui réussissent le mieux. Et les entreprises d'investisseurs, donc les équipes d'investissement qui ont plus de diversité, ont aussi les meilleures performances parce qu'ils ont plus tendance à investir dans des dossiers où il y a plus de diversité. Ouais. Donc la diversité, moi je dis dans mon article, c'est « It's good for humanity », c'est bon pour l'humanité. « It's also good for business », ça c'est un truc que les Américains sont très forts, c'est bon pour le business. Et ça, il faut que les gens le sachent. Dans les chiffres, c'est constaté. C'est bon pour le business, la diversité, et en plus, c'est bon pour l'humanité. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord, et je le vois aussi dans plein de boîtes que j'accompagne. En fait, le problème, c'est que ça crée une fermeture, et tu te fermes un marché si tu te fermes à une cible unique, et surtout une cible qui n'est pas qualifiée, parce qu'elle n'est pas qualifiée par une diversité ou par une non-diversité, justement. Mais je voulais quand même revenir sur ce point-là, parce que j'ai vu que c'était une critique qui revenait. Moi, je trouve que c'est au contraire très représentatif de l'entrepreneuriat français. Alors, est-ce que c'est une critique que tu as vue sur l'émission ou en général dans le... Sur l'émission. J'ai pas fait les stats, mais moi, j'ai quand même l'impression que... je sais pas si c'est 1 sur 2, mais j'ai pas fait les stats. Mais je pense que c'est assez... Tu dis c'est 1 sur 3 sur l'émission? Alors, en fait, pour l'instant, en gros, je sais plus, il disait, il y a 3 sociétés sur les 2 premiers épisodes. Ah oui, d'accord. C'est un petit. Et déjà, c'est un petit panel. Mais il faudra regarder sur la saison dernière, par exemple. Ouais. Et de toute façon, je veux dire, c'est ce qui est intéressant aussi. Moi, qui suis du coup dans ce monde-là où c'est quand même extrêmement masculin, etc. C'est intéressant parce que pour le coup, dans la télé, pas du tout. Les producteurs, 1 sur 2 est une femme, donc Omblin. Chez ce qu'on appelle les casters, c'est 90%, c'est des femmes. Etc. Donc en fait la télé la télé, je vais dire ça, je fais une émission depuis 4 ans sur qui veut être mon associé, le gars, voilà, en tout cas sur cette émission là que tu vois dans le staff, tu vois, c'est des équipes dingues, c'est ce que t'entends, voilà. Et c'est vrai qu'on voit pas toutes les équipes qu'il y a derrière, il y a un monde monstrueux, ils sont incroyables. Alors pas monstrueux parce ils ont quand même hyper efficaces, mais il faut quand même, ce que je pense que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas, j'ai toujours, parce que c'est un copain qui avait co-inventé le jeu, c'est pas qui veut prendre ma place, quoi. C'est pas un studio, on rentre, on sort. Tu dois changer le studio plusieurs fois par jour, puisque ils viennent pas pour filmer une émission par jour. Et donc, il y a un travail incroyable de Lucie et Jérémy, je les salue d'ailleurs, qui sont à la Céno, etc. Ils sont incroyables. Voilà, tu les as vus, tu y allais, voilà. Donc c'est incroyable. L'équipe est incroyable. Alors, c'est pas non plus un truc de cinéma, il n'y a pas 200 personnes, mais ouais, ils font un travail incroyable. C'est fou, c'est un travail fou. C'est un effet fourmilière. En tout cas, sur place, on a l'impression qu'il y a une 50aine de personnes parce que ça fourmille de tous les côtés. Il y a toujours des trucs en train de préparer celui qui va passer après, aller maquiller la personne, l'emmener sur le plateau, préparer le plateau, mettre le coach, le truc, le machin, etc. Et on a l'impression que ça fourmille non-stop. Donc, alors tu peux voir, je crois que l'année dernière, Arthur, donc, qui est le dirigeant de Satisfaction Group, qui est maintenant je sais pas comment on dit, le producteur, parce que Omblin et Jérémy, c'est les producteurs exécutifs, je crois. Il a pris une photo le dernier jour avec tous les investisseurs. Je ne sais pas s'il l'a refait cette année, mais l'année dernière, il avait mis la photo directement le soir même sur les réseaux. Et tu peux voir effectivement qu'il y a beaucoup de monde. Il a invité tout le monde. Il y a les investisseurs, tout le staff, il y a les maquilleurs, les maquilleuses, les coiffeurs, les coiffeuses. Enfin, tu vois. Donc, il est vrai qu'il y a pas mal de monde. Ouais. C'est une équipe incroyable. Je te propose de passer à un petit exercice. La minute rapidité. J'ai sorti mon Heureusement portable. que tu m'avais prévenu parce que comme moi je fais des interviews aussi, je sais que c'est bien de répondre de façon courte, même si j'arrive pas toujours. Alors là, tu vas voir que c'est vraiment réponse très brève. C'est 1 minute en tout, 1 minute par question. 1 minute en tout. 1 minute en tout. De toute façon, tu peux passer une question si jamais tu n'as vraiment pas d'idée. Passe. Voilà, exactement. Et le but, alors j'ai pas encore tous les comptes des précédents épisodes, mais le but c'est de battre le record. Alors tu vois, moi je suis pas quelqu'un de très compétitif, donc le but c'est plutôt de trouver un truc intéressant à dire. Vas-y. C'est une mauvaise chose dans l'investissement de pas être compétitif. Bah sans doute. Alors peut-être dans le VC un peu moins, parce que tu sais les VC ils co-investissent entre eux, alors que dans ce que je faisais avant, qui était le truc d'après, le private equity, donc le capital développement, là c'est plus compétitif. Ouais. Alors est-ce que tu es prêt? Vas-y. L'entrepreneur qui t'inspire le plus? Oh là là, du coup je vais dire des bêtises. Marc, je dirais Marc Simoncini. Le livre que tu as le plus lu? Ça doit être... je lis pas les livres 2 fois. Alors le livre qui t'a le plus marqué?
Bah, je dis beaucoup de choses, moi, donc je ne vais pas réussir à battre ton record. Hein. Qu'est-ce que je dis je veux dire, le livre que je lis en ce moment, moi j'aime beaucoup la Grèce antique, donc je lis des bouquins sur la Grèce antique. Ok. L'étape la plus importante de ta vie? Au niveau professionnel, sans doute le moment où je me suis dit, tiens, je vais plutôt faire une école de commerce. Ok. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Sois compétitif. La question que tu te poses le plus souvent? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? La personne que tu rêverais rencontrer? Mais ils sont morts. On arrive à la fin. Ouais. Socrate, mais des gens comme ça, tu vois. Ouais. Alors tu m'as Là, dit... je me suis chauffé sur le milieu quand même. Tu vois, tu m'aurais donné 2 minutes. T'étais dans j'aurais chauffé la l'accélération. machine. Non mais en fait c'est un système diesel, je mettrai 2 minutes la prochaine fois. Faut laisser le temps de chauffer. Non, mais en plus, le problème, c'est que j'adore quand j'écoute ça. Tu sais, Harry Stemmings, il fait ça sur 20VC, Ouais. le Fire Round. Mais bon, d'abord, ils le savent parce qu'ils écoutent avant et tout. Mais voilà, le problème, c'est que moi, je m'intéresse à plein de trucs. Donc, c'est compliqué de se dire, tu vois, tiens, ça, etc. Mais bon. Bon, on a fait la dernière fois, donc j'ai tourné avec Stéphanie, Ouais. avec Stéphanie Delestre, et en fait, je l'ai fait passer. Et après, elle m'a fait passer. Elle a voulu me faire passer aussi sur le truc. Et alors? Et en fait, T'avais moi, sorti c'est pire parce que Ah ouais. moi, je les connais à l'avance, les questions, Ah c'est ouais. moi qui les prépare. Mais je m'en suis pas très bien sorti non plus, finalement. C'est pas évident, en fait. L'arroseur arrosé. Exactement. Après, je change un peu les questions à chaque fois, mais Ouais, c'est bien. j'étais pas prêt à ce qu'elle me fasse passer. Ouais. Alors, tu m'as dit l'étape la plus importante de ta vie quand tu es parti en école de commerce. Ouais. Est-ce que tu peux du coup me raconter un peu ce moment-là? Comment t'es... Alors, je sais pas ce que tu faisais avant, si tu as fait d'autres études avant et tu as décidé de changer. Et en gros, peut-être le chemin qui t'a amené ensuite vers le métier de VC, vers l'entrepreneuriat de façon plus Non, générale. mais je dis ça parce que, tu sais, moi, je suis issu de l'immigration. Donc, mes parents ils sont arrivés en France séparément, d'ailleurs, via l'Angleterre. Moi, mes 2 parents sont iraniens, sont nés en Iran. Mon père est passé via l'Algérie, qui à l'époque était française. Donc, lui, il est francophone. Études en Angleterre, ensuite il est arrivé dans les années 60 en France, et ma mère aussi de l'autre côté. Bref, donc eux, une école de commerce, ils ne savaient pas ce que c'était. Et moi, j'ai été guidé parce que je me suis retrouvé dans un lycée assez bien et dans une bonne classe en terminale. Et c'était une terminale où tout le monde faisait des prépas, mais plutôt des prépas maths sup, etc. Et moi, j'ai été guidé par l'intérêt. C'est-à-dire que moi, je ne savais rien ce que c'était une école de commerce. Par contre, je savais que j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la philo, j'aimais bien les langues, j'aimais bien les maths. Et donc, qu'on m'a proposé, bon, toi, tu veux faire quoi comme prépa? J'ai eu le choix entre faire sup ou prépa HEC, où il y avait une prépa veto aussi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, il y a la philo, etc. Et puis, j'ai mis les 2 ans de prépa à comprendre c'est quoi une école de commerce. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que je dis pas que c'était la plus importante au sens sinon je serais rien à tout. Je dis toujours, ma belle-mère là, elle fait des études de lettres classiques, et en fait avec le recul, je pense que si j'avais eu le choix, alors il se trouve que je devais travailler parce que moi j'ai fait mes études avec des bourses d'État, donc c'est pour ça que je suis très content de payer des impôts. C'est que j'aurais fait avec le recul lettres classiques. Moi j'ai refait d'ailleurs un peu de grec ancien il y a quelques années, etc. Mais bon, ça a été déterminant dans le sens où je suis allé vers le business. Alors pour répondre à ta question, entre guillemets, j'avais toujours voulu avoir une boîte à ce moment-là. C'est là où ça s'est formé en me disant tiens, c'est quoi l'entreprise, etc. quand j'étais en école. Et je me suis dit tiens, moi je vais être entrepreneur. Mais pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, le cofondateur, ça a fait une boucle. Je m'étais toujours dit moi je veux pas faire de la croissance. Je veux avoir 10 employés heureux. Et j'ai croisé comme ça quelques entrepreneurs dans le temps. Je ne veux pas faire de croissance, mais j'ai toujours voulu apprendre avant. Et d'ailleurs, ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose de vouloir, faut peut-être se lancer au lieu d'essayer d'apprendre. Et je me suis dit, tiens, je vais plutôt faire du conseil. Donc, j'ai fait un peu de conseil en stratégie. Finalement, c'était quand même trop loin de ça. Puis, il y a eu 2001, donc à ce moment-là, tout a explosé. Et puis, je me suis dit, l'autre métier intéressant pour voir les entrepreneurs à l'œuvre et apprendre, c'est investisseur. Et à l'époque, il y avait un bouquin sur l'investisseur, c'est Xavier Toumieux, le LBO. Donc, puis les tours venaient d'exploser à New York. Donc je peux dire qu'il n'y avait plus de boulot dans cette. Et puis la .com venait aussi de. Voilà. Ouais. C'était terminé. Et je me suis dit la question d'après, donc ça fait aussi une boucle sur qui va être mon associé. Je me suis dit, quelle est la compétence où j'ai pas envie qu'on me la fasse à l'envers, comme disent les jeunes aujourd'hui, si je suis entrepreneur un jour, et c'est la finance. J'avais pas envie que quelqu'un vienne me dire, moi Ram, t'es sympa, tu te pousses, c'est comme ça qu'on fait, etc. Donc je me suis dit, je vais faire la finance et j'ai trouvé un programme sympa chez General Electric où tu changes tous les 6 mois, etc. Tu fais la finance bien dure avec des comptes tentés, des trucs comme ça, donc c'était bien. Ouais. Et voilà, et donc et après, des années après, je suis devenu investisseur, j'ai observé les entrepreneurs, je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi parce que c'est trop dur. C'est beaucoup trop d'horaires, beaucoup trop de. Ils mettent quand même leur trip dedans, c'est extrêmement dur. Et donc je me dis finalement je suis bien à la place où je suis. Par contre ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs dans le métier d'investisseur qui est quand même décomposé en
chercher des deals, courir après des deals, négocier et aider par ce qu'on appelle des boards, donc des comités stratégiques où tu essayes d'aider, etc. C'est les deux derniers qui m'intéressent. Bon, les négos, c'est intéressant parce que pendant les négos, tu te vois qui a quoi derrière la tête. Bon, jusque-là, tout le monde sait, mais quand tu faut écrire sur un papier, comme par hasard, ça se tend un peu. Et puis derrière, c'était les années que tu passes, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et puis tous les jours au téléphone, mais formellement dans un comité stratégique, à essayer de les aider. Voilà. Donc voilà, je sais plus quelle était la question, mais c'est pour ça que je dis que c'était important parce que sinon non, j'aurais fait autre chose, tu vois, j'aurais été peut-être musicien, non, j'ai pas assez de talent, mais en tout cas j'aurais été autour des langues et peut-être prof, tu vois. D'ailleurs en ce moment je fais une thèse en business mais qui est très axée psychologie parce que voilà, j'adore donner des cours en école de commerce, mais j'ai peut-être envie d'un jour d'être prof à plein temps, on sait pas. Là, tu n'enseignes pas du tout pour l'instant. Si, alors j'enseigne, mais j'enseigne sur ce qu'on appelle en français, c'est professeur vacataire. D'accord. En anglais, c'est adjunct professeur, c'est quand même plus joli. Je vois très bien ce que c'est. Je donne des cours à HEC, à la majeure finance et au MBA. De Vici, donc je suis le prof de Vici là-bas, et puis de temps en temps je suis aussi à Toulouse Business School parce que j'habitais à Toulouse et que je les avais rencontrés, et puis c'est là que je fais mon doctorat, voilà, c'est bien. À Toulouse School of Management parce que j'habitais à Toulouse, je les ai rencontrés et que j'adore ce programme, donc j'en ai quelques cours, mais voilà, c'est quelques heures par an, quoi. Très bien, un camarade toulousain, enfin un sur le podcast. Alors, il y en a pas mal dans l'émission, il y en a toutes les fournées, il y en a quelques-uns. Et petite anecdote sympa, c'est que sur la première saison où on faisait des Skype, je fais un Skype avec un candidat, je vois par sa fenêtre, je dis mais c'est mon appart. Et donc il était à 2 rues de chez moi. Et donc lui je l'ai rencontré. C'est excellent ça. C'était assez drôle. Tu nous as parlé un peu de la Grèce antique et de Socrate. Est-ce que tu vois un enseignement de Socrate ou d'un autre grec qui t'est utile dans ton métier de VC? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai passé l'été à lire un bouquin sur la pratique de la philosophie grecque qui est quand même plutôt une pratique de vie en fait et de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la méditation et en fait j'essaie de l'appliquer, c'est-à-dire que du coup je me suis replongé dans la dialectique, dans des trucs comme ça, et en fait j'essaie de l'appliquer parce que je pense que ce que je veux pas faire, et ça m'arrive, je suis sûr, et j'en suis désolé aux frères entrepreneurs dans le coaching, mais ce que je veux pas faire, c'est couper les ailes d'entrepreneurs. Donc j'essaie de jamais dire, ça doit arriver, de leur dire, t'y arriveras pas, c'est nul, machin. Je leur donne des statistiques. Je leur dis, voilà, moi je leur dis toujours, moi dans la courbe, je suis dans les 95%, voilà. Donc je te dis 95% des temps. Maintenant c'est peut-être toi, l'extraordinaire, l'outlier, etc. Et donc de temps en temps, pour leur faire prendre conscience que ça va peut-être être dur parce qu'ils ont peut-être une idée un peu naïve de la question, la dialectique c'est important, je leur pose des questions, tu vois, j'essaie de faire venir la vérité par eux, tu vois. Je le fais pas assez, mais c'est un truc que j'ai vraiment envie d'apprendre à faire beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus efficace si c'est eux qui arrivent plutôt que si c'est toi qui leur dis. Ça c'est même dans Dale Carnegie, dans quoi Dale Carnegie, comment se faire des amis. En gros, alors c'est pas réellement un livre sur comment se faire des amis, hein. C'est plutôt un livre, en fait c'est un livre qui est plus sur l'influence, mais l'influence très positive. Et c'est notamment ce qu'il dit, c'est en fait, si vous êtes manager, ne cherchez pas à imposer vos décisions, essayez plutôt de faire prendre les bonnes décisions, celles que vous voulez qu'ils prennent, par vos équipes, par vos salariés, etc. Et vous verrez que dans ces cas-là, si ça vient d'eux, même si c'est vous qui les avez influencés, même si, etc., ils n'ont pas forcément conscience, ça sera toujours beaucoup plus efficace que si c'est sous la contrainte qu'ils le font, parce qu'en mettant du cœur, en mettant de la volonté, ça va être beaucoup plus efficace sur leur mental, sur la volonté qu'ils vont y mettre et sur les décisions et les actions qui vont en découler. J'ai 2 commentaires là-dessus. Bon, c'est aussi un peu comme un rôle de parent. Mais le deuxième commentaire, c'est surtout que c'est pas forcément ce que je veux qu'ils fassent, parce que ce qui est sympa dans cet échange, c'est que nous, on a des biais cognitifs. Enfin, nous, donc les gens en général, mais les investisseurs en particulier. Donc, si tu lis sur mon site, tu verras, moi, c'est 80% de ce que j'écris, c'est autour de ça. Et donc, ce dialogue, quand il est bien fait, parce que Socrate, je pense qu'effectivement, tel que raconté par Platon, je pense qu'effectivement, il savait à peu près où il arrivait, mais c'est pas ce qu'il disait. Et moi, en fait, du coup, je me surprends aussi à me dire, ah mais oui, attends, t'es allé un peu trop vite dans ton idée là, parce qu'il va me dire quelque chose, il ou elle va me dire quelque chose, hein, et puis je vais dire, oh, encore un qui rêve. Et puis, en étant ouvert, disant, bon, alors, c'est quoi ton chiffre, comment tu sais ça, qu'est-ce que tu as vérifié? Ils me disent des choses, je lui dis, ah non, d'accord, ok, bah, là, c'est eux qui ont raison, c'est pas moi. Donc, c'est pas forcément ce que je veux qu'ils fassent, mais bon, quand même, globalement, ils arrivent eux-mêmes à cette conclusion. Par exemple, sur les valorisations, typiquement, un des gros trucs, que tous les ans, ça se voit à la télé, quoi. Et puis ils font bien de le dire, les investisseurs, parce que tous les ans, il y a des dossiers et on ne sait pas comment c'est valorisé. Bon, et puis en face de ça, tu en as un autre qui fait encore plus cher que voilà. Mais là-dessus, les gens rêvent. Et surtout, c'est pas de leur faute, c'est que énormément de gens, même qui ont levé en 2021,
On les a retrouvés sur les coachings mi-2023, tu vois, où le marché a changé, c'est plus les mêmes valorisations, etc. Et donc du coup, tu essaies de leur faire un petit calcul et tu leur dis, regarde, si l'investisseur, c'était ta question tout à l'heure, que cherche l'investisseur, c'est de faire un retour. Bon, j'ai pas parlé de exister, aider des gens, apporter son aide, transmettre. Bon, ça c'est surtout les personnes physiques d'ailleurs. Mais que cherche l'investisseur, faire un retour. Quand tu fais un calcul de valorisation assez simple, ils se rendent compte, ah ouais, effectivement, si j'en demande 1 million maintenant, il y a 0 chance que, vu le risque que je leur demande de prendre, ils fassent le retour escompté. Donc, voilà. Donc il y a aussi ce genre d'échange qui a lieu. Donc si je pouvais revenir, ce qui m'influence pour répondre à ta question, c'est ça, c'est plutôt cet échange libre, un peu dialectique, arriver à la vérité ensemble, un peu orienté. Très bien, ça marche. Merci beaucoup. Si ça te va, on va passer à l'interview inversée. Ok. Donc tu vas avoir 5 minutes pour Génial. me poser toutes les questions que tu veux. Super. Je suis à toi pour Alors, 5 minutes. tu as 5 secondes par question. T'as intérêt à leur Non, la première, mais ça m'a intéressé, on avait un peu parlé quand on s'est rencontrés. Donc, toi, qu'est-ce que tu... D'abord, premièrement, sur quoi tu les aides exactement, que ce soit la prise de parole en public, parce qu'ils ne sont pas tous quand même à faire des speeches devant la télé, etc. Donc, sur quoi tu les aides? Et quel est le travers peut-être que tu as identifié qui est le plus courant dans cette pratique? Ok. Là, il y a 2 questions. Ouais, Déjà. comme ça, c'est plus dur. C'est pour me venger d'1 minute. Je vais te répondre et je vais essayer de le faire en 1 minute. Peut-être pas. Alors déjà, sur quoi je les accompagne? En fait, moi, je viens de la rhétorique, donc pareil, moi, c'est plutôt d'Aristote, mais ça vient aussi de l'Antiquité grecque. Et en gros, pour moi, c'est 2 choses. C'est à la fois le fond et la forme. Première chose plus basique sur la forme, ça va être de les aider à être plus à l'aise, à tout simplement se tenir droit, bien porter sa voix, mettre une dynamique vocale, mettre le langage corporel au service du message. Alors il y a une étude qui dit que 93% d'un message est transmis par le non-verbal et le paraverbal. Okay. Ça, je le dis tout de suite, oubliez tout ça. C'est du bullshit. Cool, je ne savais pas, donc je ne vais pas avoir de mal à l'oublier. Voilà, là, je le dis parce que j'entends très souvent ça. C'est du bullshit. Simplement, oui, le message, le langage non-verbal et paraverbal va participer parce qu'il va servir soit à parasiter le fond, ce qu'on veut vraiment transmettre, et ça, bien sûr qu'on va l'éviter, donc moi je travaille là-dessus, soit au contraire à mettre en valeur le fond du message, et là aussi je vais travailler là-dessus. Et ensuite, donc sur le fond, ce qui est pour moi l'essentiel, là je vais plus les aider à mettre en valeur leurs chiffres, tous les éléments qu'ils ont. Donc à construire un storytelling, à mettre en avant les bons chiffres, parce que ça ne sert à rien de donner tous les chiffres. Quand j'en vois qui présentent en pitch de 3 minutes un tableau où il y a 50 chiffres, tous les chiffres mensuels depuis 10 ans, ça ne sert à rien. En 3 minutes, on ne va pas voir tous les chiffres, donc on va mettre le chiffre qui va être le plus intéressant, etc. Et c'est sur ce travail de mise en forme que je vais les aider, de mise en forme du fond en réalité, mais à mettre ça en valeur. Avec toujours cet enjeu de conviction, l'idée étant de travailler sur plein de biais cognitifs qu'on a, mais sur la preuve sociale, la preuve par l'autorité, tous ces éléments-là qu'on va mettre en valeur pendant le pitch pour qu'ils aient un pitch complet qui va convaincre l'investisseur sur la forme et sur le fond. Je pense qu'ils sous-estiment ça, la preuve sociale, effectivement. Énormément d'investisseurs, pas ceux de l'émission, parce que c'est des entrepreneurs qui ont leur propre opinion, mais beaucoup d'investisseurs, effectivement, décident en fonction de ce que les autres pensent. Oui, exactement. Et donc, le travers, alors t'en as cité un déjà, mais c'est peut-être de donner trop d'informations en général, chiffrées ou pas chiffrées, je pense. Oui, alors je vais t'en citer au moins 2, je vais voir si j'en ai un troisième qui me vient. Le premier travers, c'est tout bête, c'est le pitch deck. D'avoir un seul pitch deck où il y a tout. C'est-à-dire que c'est le même pitch deck qu'on va envoyer et dont on va se servir pour présenter. Ça ne peut pas passer. Parce que soit celui qu'on envoie est pas assez complet, c'est rarement le cas, soit celui qu'on présente est beaucoup trop complet. Ouais, c'est souvent le cas. C'est très souvent le cas. C'est quasiment à 99,9% le cas. Le problème, c'est que s'il y a trop d'infos sur ce qu'on présente, on va lire le deck, on va lire le PowerPoint et on va pas du tout écouter ce qu'on dit. Or, si on le présente à l'oral, c'est parce qu'on doit écouter l'orateur, ou en l'occurrence le pitcher, et donc il faut pas mettre trop d'infos. Il faut pas qu'on présente le PowerPoint, on présente notre pitch et le document de présentation est là pour accompagner. C'est un truc qui peut aider, mais ça n'est qu'une aide et ça n'est pas le centre de notre présentation. Je vais t'interrompre, comme ça tu auras du mal à trouver ta deuxième idée. Non, j'ai déjà. Tu le connais peut-être, mais il y a un post de Brad Feld, qui est un des grands investisseurs aux États-Unis, Foundry Group, sur Feld.com, qui dit c'est le read versus listen. Et c'est exactement ça. Il explique ça extrêmement bien. Parce que moi, ce que je fais dans la pratique, c'est que, comme toujours, je fais aussi de la preuve sociale. C'est-à-dire que je dis quelque chose et puis après, je leur dis, tiens, regarde, lui, elle, ils le disent aussi. Oui, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc, deuxième travers. Deuxième travers,
J'ai perdu du coup, tu as raison, Ah, j'ai perdu tu vois celui que j'avais, mais j'en ai un autre du coup que j'ai présenté. Oui. C'est sur le nombre de personnes qui présentent. Quand il y a plus de 2 associés, et ça d'ailleurs j'en ai parlé avec Cindy sur Neuralia, ils étaient 3 à pitcher, je trouve que c'est trop. Il faut 1 ou 2 personnes pour pitcher. Parce qu'on a peu de temps pour pitcher, et si on a trop de personnes, en fait, on dilue toute l'autorité et toute l'incarnation du projet. En étant à 2, chacun a ses précarés, chacun sait de quoi il va parler. On sait que sur tout ce qui est market, finance, etc., c'est toi, ou plutôt market c'est moi, finance c'est toi, etc. À 3, en fait, on va se marcher un peu les uns sur les autres, et souvent, je trouve que ça donne des pitchs de moins bonne qualité. Je pense que c'est une chorégraphie. Je suis d'accord avec toi, c'est plus dur. Sur l'émission, il y a un Q&A, donc il y a les échanges après. C'est assez bien parce que ce que je leur dis souvent, c'est que comme ils sont très loin, à 3, ils arrivent à balayer un peu plus. Parfois, on n'entend pas bien, donc on répond à côté. Donc, il y en a un autre qui va corriger. Mais tu as raison. Je pense, tu vas voir, il y a des équipes là. Il y en a une qui va passer bientôt, qui fait ça extrêmement bien. Tu vois, c'est moi qui parle en plus pendant tes 5 minutes. T'inquiète, je vais finir après du coup. Mais... Il y a une équipe qui va passer, qui fait ça extrêmement bien. L'année dernière, sur la basket écolo, ils le faisaient super bien. Donc ça dépend. Il y a des équipes qui le font bien, mais c'est là où tu vois tout de suite, nous, j'ai toujours les investisseurs, ce qu'ils font très bien, c'est lire un business model et une équipe. Ça se voit tout de suite, les équipes qui le font bien. Mais tu as raison, je pense que c'est un très bon point. Ça, en fait, oui, il y en a toujours qui vont s'en sortir, même en étant plus nombreux, mais c'est une difficulté supplémentaire. Je suis d'accord. Et si je devais mettre un 3e point sur les travers que je vois le plus, je pense que c'est d'être que factuel ou que dans l'émotionnel. Tiens, d'ailleurs, j'ai une dernière question que je voulais te poser et que je n'ai pas encore posée. Je te la pose juste après. En gros, un pitch, il faut... En fait, toute prise de décision, c'est de l'émotion et c'est du rationnel. C'est une émotion qui va engager le mouvement et c'est le rationnel qui va rassurer. Je ne sais pas si c'est la même racine, mais là, ça m'arrange bien. En tout cas, c'est la même sonorité. C'est le rationnel qui va rassurer. C'est la raison, ouais. Je ne sais pas si c'est la même... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai un doute. Ouais. Mais en tout cas, le rationnel va venir rassurer la prise de décision. Et l'exemple que je prends tout le temps, c'est mes baskets. Je me suis pris des nouvelles baskets. Je les ai vues, je suis allé vers ces baskets parce qu'elles me plaisaient. Je les ai trouvées canon dans la boutique. Ok, top, je les essaye, elles me vont bien. Ça va plaire à ma femme, je vais avoir l'air stylé, etc. Mais c'est pas pour autant que je vais directement les prendre. D'abord, je vais regarder ensuite le prix. Est-ce que c'est un prix raisonnable ? Est-ce que la matière me convient ? Est-ce que c'est une matière solide ? Est-ce que c'est une marque qui a fait ses preuves ? Ou est-ce que c'est une marque où je sais que dans 6 mois, je peux les balancer ? Etc. Ce qui peut être un truc de décision en disant si c'est pas cher mais que je l'échange dans les 6 mois, parce que je pense qu'il faut faire de moins en moins quand même pour la planète, mais ça peut être une décision de se dire. Mais c'est ces éléments rationnels qui vont faire arbitrer et qui vont ensuite passer à l'action. C'est ce que tu vois sur l'émission, j'espère, c'est que d'ailleurs c'est souvent l'inverse. Souvent ils commencent par les chiffres, machin, etc. Puis à un moment il y a une histoire. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette émission. C'est l'histoire. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit récemment, mais pourquoi ils parlent tout le temps de leur histoire ? Je dis mais tu sais, en 1 heure, tu prends 1 heure, en 1 heure une décision d'investissement. Et au final, quand tu as fait ça pendant plus de 10-15 ans et que tu as perdu de l'argent notamment, tu sais très bien qu'à la fin, ce qui est le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi ils font ça ? C'est le fameux why. Pourquoi, quel est le moteur ? Quel est le moteur en tout cas, etc. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est que c'est pas larmoyant, c'est pas, il y a des histoires terribles, mais d'ailleurs, il y a des entrepreneurs qui ont des histoires terribles qui ne veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. On essaie de leur expliquer, on n'est pas là pour le larmoyer, on n'est pas là pour attendre, mais c'est important pour l'investisseur, je ne parle pas du public, pour l'investisseur de comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est une phrase que je répète souvent aussi, on investit autant dans un entrepreneur que dans une entreprise. On a besoin de savoir avec qui. Parce que l'entreprise échange, l'entrepreneur, il peut se planter cette fois-ci. Moi, ça m'est arrivé, il se plante, mais il était tellement bon, tu savais qu'ils allaient réussir. C'est pour ça que tu vois beaucoup de fonds qui continuent à financer les entrepreneurs, même à travers les échecs, parce qu'ils savent bien qu'à un moment donné, il va réussir. Et même s'il ne réussit pas, ça arrive. C'est le boulot. Mais d'ailleurs, justement, c'est ça où je voulais avoir ton avis. Je crois que c'était le premier épisode, Anthony Bourbon, à un moment donné, fait ce pitch avec Fabio Coupas. Ouais. Ça va être mon prochain article. Ah bon. Je pense que ton article sera sorti avant la sortie. Donc voilà. En gros, moi, j'ai trouvé ça intéressant, c'est un beau moment. Mais je pense que ça ne doit pas inspirer tant que ça des entrepreneurs qui vont vraiment pitcher leur projet, pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, c'est quasiment que de l'émotionnel. Dans son pitch, il n'y a aucun chiffre. Il y a quasiment rien de concret. Donc cette partie émotionnelle, elle est très présente, elle est très bien réalisée, mais il manque le rationnel. Et en plus, ce que je dis dans la vidéo que j'ai faite dessus, c'est que quand on est en pitch, on n'a pas la musique de fond, on n'a pas la post-prod, on n'a pas les cuts, on n'a pas tout ça. Et donc, on peut pas arriver à ça. Mais que ça peut être inspirant dans une certaine mesure, mais qu'il ne faut pas imiter ça. Parce que pour moi, ça ne peut pas convaincre un investisseur en réalité. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je vais revenir, je vais te donner 2 points et après, je vais te donner mon point de vue. Mais premièrement,
il faut voir, il y a surtout ce qu'il n'y a pas dans un pitch normal, je te rejoins, c'est qu'il faut te rendre compte d'une chose, c'est que là, ils arrivent, même s'ils sont quand même, ils jouent sur du velours, c'est-à-dire que les dossiers, c'est pas eux qui sont allés les chercher. Globalement, même si, je sais pas j'ai pas regardé le taux d'investissement, mais je pense qu'il est beaucoup plus élevé que dans la vraie vie, quoi. Moi, c'est un truc, voilà, il est beaucoup plus élevé, bon. Et donc ils sont plutôt bien lunés, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt là pour investir que pas investir, alors qu'en général, c'est un ami leveur de fonds qui m'avait dit ça une fois, l'investisseur, le meilleur meeting, c'est la première réunion, c'est la meilleure réunion, parce qu'après, avec des raisons de ne pas faire. Ouais. Donc il y a ça aussi, effectivement, tu as raison, ils sont quand même plutôt bien lunés. Après, je dois dire une chose aussi, c'est que c'est extrêmement fatigant. Je ne sais pas comment ils font. Parce que moi, tu m'as vu sur une journée, tu dis je vais à droite, à gauche. Enfin, globalement, je ne suis pas concentré pendant 1 heure et demie sur un dossier que je ne connais pas. Parce que je répète, maintenant les gens savent, mais ils ne connaissent rien. De temps en temps, c'est arrivé rarement. Anthony surtout, parce que bon, lui, il voit tout. De temps en temps, il connaît déjà entrepreneur, mais ils ne connaissent pas. Donc, il faut être extrêmement concentré. Il y a 5 personnes qui posent des questions en tout. Donc, il faut quand même écouter les 4 copains, pas répéter la même question. Enfin, c'est épuisant. Je ne sais pas comment ils font. Et ils en font beaucoup tous les jours. Parce que c'est pas non plus extensible. Donc, je ne sais pas. Et donc, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que tu as raison si le pitch, c'est une vidéo où j'ai un pitch de 3 minutes et après, je dois m'en aller. Là, quand c'est pourquoi il a fait un? Parce que je pense que c'est à la télé aussi, mais je pense que s'il avait fait son vrai pitch devant les investisseurs sans caméra, c'est peut-être un peu différent. Mais globalement, il sait très bien que derrière, il y a 3 quarts d'heure, 1 heure d'échange. Donc, c'est un peu ce qu'ils attendent. Ils attendent plutôt de savoir qui t'es, etc. Alors, ceci étant, quand tu fais que de l'émotion, ils te demandent vous n'avez pas parlé de chiffres. Quand tu parles des chiffres, ils disent vous n'avez pas dit qui vous étiez. Bon, voilà, je veux dire, l'équilibre il est difficile. Oui, c'est certain. Mais ça arrive. Et Fabio, type incroyable. Voilà. Pourquoi je fais l'émission, c'est des gens comme ça. Tu rencontres des gens comme Fabio qui ont une niaque, mais ils ne jamais rien lâcher, quoi. Je te propose de passer à la carte blanche. Ok, il y a encore des trucs, c'est super. C'est la dernière séquence. Donc le sujet dont tu veux nous parler, ça peut être ce que tu veux. Une fois on a parlé de poker, on a parlé de plein de choses différentes. Alors moi je vais parler de psychologie parce que c'est mon dada. Et c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux que je parle de la santé mentale des entrepreneurs ou est-ce que tu préfères que je parle des biais cognitifs des investisseurs? J'avoue que les deux sont super intéressants. Franchement, je te laisse choisir les deux. Je trouve les deux sujets super intéressants. Bon, j'écris beaucoup sur le deuxième, donc c'est sur mon site. On peut aller le voir. C'est en anglais, mais bon, maintenant ça se traduit vite. Je vais parler de la santé mentale des entrepreneurs parce que c'est le sujet de ma thèse. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. Et quand j'arrive enfin à la fin, mais elle est écrite, mais là, je cherche à faire un questionnaire pour le mesurer. Et je trouve ça super qu'on en parle plus parce qu'il faut en parler. Je crois que c'est Émilie justement sur Detective Box qui en a parlé sur le fait que j'ai mis dans un post LinkedIn, c'est un pré-burnout. Tu l'as dit, c'est un pré-burnout, c'était évident. Et je suis très content qu'on en parle. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la surface. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très important quand on est entrepreneur de s'entourer. Et c'est difficile quand on n'a pas des familles d'entrepreneurs de trouver une deuxième famille entre guillemets. Donc ça peut être des associés, mais quand on est tout seul, il y a des groupements d'entrepreneurs, d'aller parler de ça. C'est important. Faire du sport, dormir, manger bien, ok. Tout ça, c'est super important. Okay. Maintenant, le problème, c'est que ça ne résout pas les problèmes. Et toi, tu verras, j'ai écrit un post assez détaillé dessus sur mon site aussi, qui est pas exactement ma thèse, mais qui est juste à côté. Et je veux que les entrepreneurs se posent des questions par rapport à qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et souvent, on trouve qu'il y a une inadéquation entre ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire une entreprise, lever des fonds, et aller faire le tintouin et parler dans les réseaux sociaux. Et puis finalement, ce qu'ils voulaient, quand tu leur demandes, moi je forme beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, parce que j'adore ce moment-là, et je leur dis pourquoi vous êtes entrepreneur. Elles me disent pour être autonome, pour être libre. Je dis mon gars ou ma fille, si tu veux être libre, c'est pas le bon métier, parce que tu vas avoir très très vite des employés, et puis très très vite, si tu as des investisseurs, c'est le carcan. Donc oui, tu décides un peu tes heures, mais enfin ça s'arrête là. D'ailleurs, sur mon podcast, Philippe Leclerc, que je salue, qui est un entrepreneur à succès, qui a fait 2 boîtes à succès, etc., il en parle très bien. Il parle très bien de ce sujet. Donc je pense que il faut se poser la question. Il y a un article de 1996, donc ça date pas d'hier, Harvard Business Review, un type incroyable, Amar Bidé, qui dit la question que tous les entrepreneurs doivent se poser. Et c'est celle-là, c'est qu'est-ce que je veux faire. Et moi, quand je fais des formations, une demi-journée sur ce sujet-là, à la fin, j'ai la moitié des gens qui se disent finalement, oui, je vais peut-être, je vais plutôt aller faire des ventes plutôt que chercher des fonds.
Et 2, je vais plutôt essayer de faire une boîte qui me ressemble, c'est-à-dire peut-être pas de croissance, un truc qui me fait plaisir. Donc moi, je revendique ça. Alors ils sont à l'aise parce qu'ils sont surpris parce que moi, j'étais investisseur, je fais des levées de fonds et je leur dis surtout, n'allez pas chercher des fonds et si vous n'êtes pas sûr que c'est ce que vous voulez faire. Et je revendique le titre de lifestyle entrepreneur qui ne veut pas dire, alors comme en plus, je t'ai dit tout à l'heure, je vais pas en Amérique du Sud assez souvent pour des raisons familiales, mais je bosse quand même mon quota d'heures, etc. Puis c'est pas une question d'heures, c'est une question d'intensité. Donc tu n'es pas en vacances. Et lifestyle entrepreneur, ça ne veut pas dire je suis en vacances, ça veut dire l'entreprise au service de ma vie. Donc moi, j'ai envie avec ma famille qu'on puisse vivre n'importe où dans le monde. Parce que j'ai envie que ma fille elle voit des choses que moi j'ai pas vues petit et de pas être tu vois localisé quelque part, etc. Donc posez-vous la question. 2, il y a des ressorts, je pense qu'il faut faire attention parce que des choses qui sont des forces de l'entrepreneuriat sont aussi leurs faiblesses. Par exemple, je commence ma thèse et j'en parle dans cet article par une série de tweets d'un type qui s'appelle Ryan Kalbeck aux États-Unis, qui a fait une boîte qui s'appelle Circle Up, qui a levé des centaines de millions, qui est une boîte qui investit dans des marques de retail. Et le type, 10 ans, super succès, tout ce qu'il faut, à coup sur coup, des problèmes familiaux, un cancer, infertilité dans son couple et sa boîte qui patine, fait un énorme burn-out. Et là où il rend un service à l'humanité, c'est qu'il en parle. Et il explique un truc qui est vraiment bien, c'est qu'il dit, mais en fait, le super pouvoir, parce qu'ils sont très sur les super pouvoirs les Américains, de l'entrepreneur qui est la ténacité, la résilience qui est rebondir avec tout, mais surtout la ténacité, grit, quoi, continuer, suivre et tout. C'est aussi la faiblesse parce que du coup tu dis que si je souffre c'est normal et que ça va passer et que de toute façon il faut s'accrocher, etc. Sauf qu'au bout d'un moment c'est burn-out et là tout s'arrête. Donc là, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Et donc je pense que d'abord je dis que moi je pense dans tous les gens que je rencontre, donc il y en a 5% qui sont faits pour ce métier. Après que 95% ont envie d'essayer, super, allez-y parce que ça va vous changer votre vie. En revanche, vous ne mettez pas en danger psychologiquement, physiologiquement, parce qu'il y a des gens qui font des ulcères, enfin ça a été documenté depuis des années, et financièrement. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai un copain entrepreneur qui a fini dans sa voiture. Je veux dire, il a dû vendre son appart, il faut arrêter un peu avant ça quand même, tu vois. Au RSA, dans sa bagnole, à dormir dans sa voiture. Je veux dire, bon, c'est quand même pas divorcé. Enfin bon. Donc, je pense qu'il faut faire attention à tous ces traits-là. La ténacité, c'est important, mais il y a un revers. Le perfectionnisme, c'est bien, il y a un revers. La rumination, c'est nul, mais il y a un revers positif, c'est-à-dire que ça permet de résoudre des problèmes. Donc, c'est ça le travail que je fais, c'est que et dans ce poste, j'essaie d'expliquer, faites des choses faites attention aussi à qui vous êtes et où est-ce que vous allez et essayez de ne pas vous mettre en danger. C'est ça, c'est super de faire encore une fois du sport, manger, il faut le faire, dormir surtout, c'est hyper important. Mais si ce que tu fais au quotidien, ça va à l'encontre de qui tu es, bon ben ça va pas résoudre le problème. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai pensé très récemment. J'ai failli acheter une boîte de coaching en recherche d'emploi. Je travaillais un peu avec eux et le directeur voulait revendre ça. J'étais vraiment sur le point de signer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. En gros, oui, je vais gagner ma vie plus facilement, je vais avoir plus de responsabilités, enfin, je vais mieux gagner ma vie, peut-être pas plus facilement, mais je vais mieux gagner ma vie, etc. Et je me suis dit, mais en fait, mon business, je suis en train de le monter. Certes, ça va mettre plus de temps, mais en fait, ça m'éclate. Et c'est à toi ? Ouais, c'est à moi. J'ai pas envie de changer d'activité. Et là, ça m'obligeait à décaler ce que je faisais. Et je me dis, mais en fait, j'ai arrêté de bosser en politique parce que je voulais faire ce truc-là qui me tenait à cœur. C'est pas pour finalement aller faire autre chose. Et je pense que j'ai eu le petit éclair de lucidité. C'est venu comment est venu le petit éclair ? C'est une discussion avec ton épouse ou Ouais, alors parce qu'il faut une pause, il faut un temps de pause quand même pour Ouais, en fait, ça allait un peu vite. C'était au moment de Noël. Vraiment, c'était aux périodes des fêtes. J'étais en famille, j'étais avec mon épouse, avec mes parents, mes frères et sœurs qui arrivaient, avec mes neveux, mes nièces, etc. Donc on discute pas mal. Et puis forcément, tout le monde me demande comment ça se passe en activité. Bah, trop cool. T'as des entrepreneurs dans ta famille ? Non, je suis le seul. Et j'ai dit, c'est trop cool, là, cette année, j'étais sur le plateau de Qui veut être mon associé, c'était génial. Je travaille avec Winco, avec Matrice, avec des gens comme ça, etc. J'adore ce que je fais. Et puis là, je suis en train de réfléchir à faire un truc. Ah bon, mais du coup, comment tu vas faire avec tes clients ? Je vais être obligé de mettre ça de côté. Ah bon, ok. Puis en fait, de dire ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de mettre ça de côté. Super. Et donc, du coup, j'ai mis stop. T'as bien fait, je pense que t'as bien fait parce que parfois on est attiré, t'es peut-être attiré par ça en disant voilà, j'ai racheté une boîte, j'ai des salariés. Beaucoup d'entrepreneurs, je finis avec ça, c'est le problème de la levée de fonds, c'est qu'ils ont envie de s'entourer, ils ont envie de dire que, etc. Finalement, ils sont malheureux. Ouais, c'est exactement ça. Et je suis content d'avoir su mettre pause, enfin mettre stop même, plus que pause, pour me focus sur ce que j'ai envie de faire. Je sais que je le fais bien, je sais que j'aime le faire. Et puis ça monte tranquillement. C'est sûr que c'est pas de l'hypercroissance, ça monte tranquillement. On s'en fiche. C'est ce je veux dire. S'en fiche. C'est ça. Tu vois, si c'est ça que tu veux. On va arriver à la fin. Avant qu'on termine, est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais dire à tous ceux qui nous regardent ? Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Je pense que les gens ils vont se dire encore, qu'est-ce qu'il a encore à dire celui-là ? Ça marche.
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, il y a sur LinkedIn où tu postes de temps en temps. Oui, j'essaie de faire une fois par semaine parce que j'aime pas trop l'algorithme. Ouais. Sur LinkedIn, donc Aram Attar de TAR. Et sinon, ce que j'ai écrit le plus, alors j'ai un Substack que je suis en train de lancer qui s'appelle La folie d'entreprendre. Ok. C'est Sophocle, hein, c'est dans Antigone. Et puis mon site en anglais, c'est The VC Factory. Enfin, tu mettras peut-être le lien. Je mettrai le lien, de toute façon, qui est la fabrique à VC. Et parce que j'essaye de faire des VC, j'essaie d'apporter une petite patte justement sur les biais cognitifs et qu'ils prennent en compte d'abord la santé mentale des entrepreneurs et aussi tous leurs biais cognitifs qui font qu'ils ratent des belles opportunités. Ça marche. Merci beaucoup. Éventuellement, est-ce que tu aurais une idée d'invité pour un prochain épisode? Tu pourrais parler avec. Ce serait bien que tu parles avec les producteurs, Oubline Jérémy. Ouais. Tu pourrais parler avec Raphaël qui donnera. Ça sera intéressant parce que lui, je dis toujours, moi, quand je vais voir les gens qu'il a coachés, je dis je suis l'autre Raphaël. Ouais. Et donc, tu auras son point de vue. Alors, il est à Montpellier, donc tu vas avec lui. Ouais. Sinon, tu fais un super boulot. Hein, je veux dire, tu t'es bien débrouillé jusque-là, donc tu n'as pas besoin de moi, je pense. Ça marche. Merci beaucoup. C'est la fin de cette discussion. Je vous invite à nous dire en commentaire si vous avez des questions à nous poser. Je les transmettrai à Aram ou peut-être qu'il ira directement les voir dans les commentaires. Et puis pareil, si vous aussi vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, ça sera avec grand plaisir. Si en plus vous pouvez me mettre en relation avec eux, c'est le plus simple. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, pensez bien à ne pas vous abonner, comme ça vous êtes sûr de louper les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!